Bonjour à tous, merci de regarder Arc-en-Ciel Télévision à quelques semaines de la fin de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs qui marque justement le début même du processus électoral. Que peut-on dire de cette phase déterminante du processus et quelle évaluation à mi-parcours faire de ce processus? Nous en parlons dans ce nouveau numéro de votre magazine qui vous permet de comprendre l'évolution du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Les élections, parlons-en, reçoit le chef des travaux Maurice Banza. Il est enseignant en sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi. Bienvenue, Monsieur Maurice. Merci, Monsieur Mangloire. Voilà, il s'intéresse aux questions ou au comportement, aux questions électorales dans leur ensemble. Alors, Monsieur Maurice Banza, la première question que je viens vous poser, vous suivez de près toutes les questions qui touchent aux élections. Depuis le début de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs, quel commentaire tout d'abord faites-vous à ce stade? Bon, en fait, le commentaire qu'on peut faire sur la question, c'est d'abord la volonté de la CENI qui doit être saluée à vouloir organiser à tout prix des élections malgré des difficultés auxquelles elle fait face. Ça, c'est un élément qui doit être salué, donc cette volonté-là. Mais ici, effectivement, il s'observe que le processus d'identification des électeurs présente effectivement beaucoup de failles, parce qu'il s'observe qu'il y a beaucoup de centres qui ont des machines qui connaissent suffisamment de problèmes. Également, il y a des problèmes des agents qui ont des problèmes aussi de la lenteur dans l'opération d'identification des électeurs. Et donc, déjà, quand vous voyez le pourcentage présenté en commençant par les premières statistiques, les deuxièmes statistiques, oui, bon, on sent quand même que la volonté de la CENI de vouloir absolument organiser des élections est bel et bien présente, mais il y a effectivement des blocages parce que la volonté seule ne suffit pas. Il faudra également que la CENI puisse d'une manière ou d'une autre être accompagnée par les acteurs politiques, en commençant bien sûr par ceux qui sont au gouvernement. Et donc déjà à ce niveau-là, nous sentons qu'il y a un tout petit peu de problèmes. Alors, les problèmes, c'est vrai, il ne manque pas. Ce processus électoral, il devrait être considéré comme un processus correcteur qui vient corriger pratiquement les imperfections constatées dans les précédents processus. Est-ce que c'est le cas? Bon, est-ce que c'est le cas? Bon, je crois que jusque-là, non. Jusque-là, non. D'ailleurs, je crois que... On tombe dans les mêmes choses. Je crois que honnêtement, en Sciences Po, il nous est vraiment très très difficile de trouver des grandes différences entre les règnes du président Tshisekedi et les règnes de l'ancien président Kabila. Vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'est vrai, on trouve quand même qu'il y a des choses un tout petit peu significatives en rapport avec le règne du président Tshisekedi, qu'on peut quand même d'une manière ou d'une autre saluer. Mais pour identifier ces choses-là, il faut avoir des lunettes de sciences politiques. En dehors du fait que les gens puissent être, par exemple, fanatiques du président. Mais pour voir les petites différences qu'il y a entre le président Tshisekedi et le président Kabila, il faut avoir des lunettes hautement scientifiques pour comprendre ces choses. Mais dans les cas contraires, c'est vraiment difficile. Ce qui fait que même ces petites différences-là, qu'on arrive à dénicher et n'impactent pas directement sur l'ensemble du processus comme on voulait bien le voir. Et donc concrètement, on n'a pas avancé pour ce qui est processus électoral. Bon, jusque-là, honnêtement, jusque-là, on n'a pas avancé parce que lorsque vous suivez les différentes critiques qui sont émises, ce sont les mêmes critiques qui étaient émises lors de l'époque du président Kabila. Par exemple, on vous dit qu'il y a, dans le Kasaï, c'est qu'on dit par exemple, on enrôle des enfants et consorts. Justement, l'objectif c'est quoi? C'est favoriser le président de ses côtés là-bas. Donc, à l'époque du président Kabila, on entendait aussi parler des choses comme ça. Dans le Grand Katanga, on est en train d'enrôler les enfants. Oui, l'objectif c'était quoi? Il fallait favoriser le président Kabila dans le Grand Katanga. Et donc,
Déjà, tout ce que nous voyons, non, il y a des gens qui sont en train de s'enrôler chez eux, par exemple. Des choses comme ça, on suit ça sur les réseaux sociaux. Il y a des matériels électoraux qui ont été découverts. Des électoraux découverts par-ci, par-là, qu'on sort. Des cartes vierges découvertes. Je crois que c'est ça, en tout, ça, noir sur blanc. Bon, je sens que de on n'a pas avancé. On n'avance pas. De ce côté-là, on n'avance pas. Non plus, on n'a pas reculé. Être sincère de les dire. Ok. Alors, dans l'ère opérationnelle 2 a connu une rallonge. L'ère opérationnelle 2, disons que le Haut-Katanga est également concerné. On a la partie sud qui fait partie justement de la partie sud et la partie centrale de la République. Et donc, je disais, l'ère opérationnelle 2 a connu une rallonge malgré justement les assurances de la CENI. L'ère opérationnelle 3 qui a déjà entamé le processus où justement l'opération en connaîtra certainement. N'est-ce pas, ça vient renforcer la thèse de ceux qui pensent que toutes ces différentes rallonges impacteront négativement la suite du processus? Bon, bah, je crois pas forcément, parce que là, il n'y a pas de formule mathématique pour arriver à démontrer que ça va impacter négativement. Non, pas forcément. On peut connaître ces rallonges comme c'est le cas, mais on arrive à organiser les élections dans le délai si les préalables tels qu'ils ont été donnés par la CENI sont respectés. Là, oui, il n'y a pas de problème. En fait, des rallonges, c'est logique que ça puisse intervenir. Parce que déjà, la manière dont on a bien annoncé... qu'elle n'était pas prévue. Hein. Oui, mais écoutez, non, mais on ne peut pas dire que ce n'était pas prévu. Vous voyez, quand on élabore un calendrier, il y a des scénarios possibles qu'on dégage. Mais certainement, on ne pouvait pas dire aux médias que... il y a des rallonges. Si on n'arrive pas à enrôler les électeurs dans les 30 jours, on va encore accorder. Non, on ne peut pas dire ça. Mais déjà, à leur niveau, au niveau de l'équipe technique à la CENI, il y a des scénarios possibles qui sont en train d'être faits du genre. Mais si il se faisait que dans les 30 jours, on n'arrivait pas à enrôler l'ensemble des électeurs dans telle zone, qu'est-ce que nous pouvons faire? On peut accorder autant de jours. Oui, ça, ce sont des scénarios qui ne pouvaient pas être annoncés. Et déjà, je crois que c'était déjà prévisible qu'on allait connaître toujours des rallonges. L'important dans ça, c'est que même quand on arrive au dernier jour, c'est peut-être le problème d'information. Les électeurs doivent savoir que, comme par exemple, on dit dans la deuxième zone, on va terminer les 10 ans. Si on a clôturé l'opération les 10, ça ne signifie pas que les 10 ont clôturé les opérations. Non, la loi a donné la possibilité d'aller au-delà du 10. Okay. Et donc, il faut que les gens puissent avoir des informations. Les informations, c'est quoi? Vous arrivez au centre proche de vous, les derniers jours là-bas. Bon, si on constate qu'il est, par exemple, 17 h et que l'on doit fermer les bureaux de vote, on trouve qu'il y a encore beaucoup de gens. Ça ne veut pas dire qu'on va les renvoyer. La loi a donné la possibilité de donner des jetons aux gens qui sont là-bas. On leur donne des jetons. S'ils sont 1000, on leur donne des jetons. On donne 1000 jetons. Et ces gens-là, on doit continuer à les enrôler jusqu'à ce qu'ils vont finir. Et donc, je crois que de ce côté-là, on ne peut pas en faire un problème. Pourquoi dans le processus électoral, tout comme dans tout calendrier, pourquoi il faut déterminer les jours? C'est justement pour que les gens comprennent que nous avons un calendrier à respecter. Parce que la CENI ne pouvait pas toujours dire, par exemple, qu'on doit continuer à enrôler les électeurs jusqu'au jour du vote. Non, il n'y a pas que ça qui doit être fait. Il faut que l'on puisse donner un chronogramme, que cette opération va prendre autant de jours, comme ça les électeurs savent que c'est une opération qui va faire autant de jours. Nous devons faire un effort d'aller nous faire enrôler. C'est pour ça que vous constatez que la commission électorale, les agents travaillent même les dimanches. Parce que vous pouvez dire que vous êtes bloqué là où vous travaillez. Toute la semaine, vous travaillez, c'est seulement les samedis que vous rentrez. Mais les dimanches, on vous donne les jours pour aller vous faire enrôler. Et donc, tous les mécanismes, en principe, sont mis sur pied pour permettre à chaque électeur d'avoir sa carte d'électeur. Et c'est comme ça quand on fait des rallonges comme ça. Et puis, on fait passer des informations du genre. Si les derniers jours, vous n'avez jamais obtenu la carte d'électeur et que vous êtes là, on vous donne le macaron, vous avez la possibilité d'avoir votre carte d'électeur. Et d'ailleurs, même la loi électorale donne la possibilité aussi pour des candidats. Lorsqu'un candidat n'a pas été enrôlé et qu'il veut se porter candidat, la loi électorale donne la possibilité que ces derniers soient enrôlés sur place le jour du dépôt de sa candidature. Et donc, je crois que de ce côté-là, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas de débat.
Les inquiétudes autour de ce processus ne font que naître et le FCC, par exemple, le Front commun pour le Congo, exige la suspension du processus d'enrôlement lui-même car, dit-il, le contexte sécuritaire actuel du pays ne permet pas, à près de 14 millions d'électeurs de l'Est, de se faire enrôler en toute sécurité. Monsieur Maurice Bonza, ici, le FCC veut que le processus lui-même soit suspendu pour la raison que je viens d'évoquer tout à l'heure, à tort ou à raison. Bon, moi je crois que, sincèrement, est-ce qu'ils ont raison, ils ont tort? Bon, je crois que nous allons conclure ensemble. Mais ici, ils demandent que ça puisse être suspendu sur l'ensemble du pays ou dans ces zones-là ou dans cette zone-là qui pose problème. Et visiblement, c'est dans la zone où ça pose problème. Oui, mais si c'est dans la zone c'est dans la zone où le problème se pose, oui, mais c'est avec raison. Parce que, bon, qu'est-ce que vous voulez, les gens, d'ailleurs même le président de la CENI l'a dit, il y a des milliers d'électeurs, il y a des milliers de Congolais qui se sont déplacés de leurs endroits habituels pour être réfugiés quelque part. Et donc, c'est normal et c'est logique que l'on puisse suspendre les opérations dans cette zone-là précise, mais poursuivre dans les autres zones. Là, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est un problème de calcul qui doit être fait. Ah, justement, ouais. Sur le nombre des électeurs. Ouais. Ils peuvent être combien? Si, par exemple, on arrivait à estimer que c'est autour, par exemple, de 14 millions d'électeurs, comme nous entendons les gens les dire, 14 millions d'électeurs, oui, mais sur combien d'électeurs attendus? Sur 50 millions d'électeurs attendus. Et donc, c'est hautement significatif. Hautement significatif. Et par conséquent, ça pourrait également avoir un impact négatif sur les jours même du vote. Dès lors que, dans cette zone-là, ou dans ces zones-là, on n'a pas identifié les électeurs, ce qui veut dire que le jour du vote ne va plus intervenir le 20 décembre. Et là, il faudra qu'il y ait du calme, que les gens rentrent dans leur milieu naturel pour qu'ils soient enrôlés et qu'on puisse de nouveau programmer le vote. Là, c'est correct. C'est logique. C'est un raisonnement logique. Mais si, par contre, ils demandaient à ce que le processus puisse être suspendu Dans son ensemble. Dans son ensemble, ça serait une erreur de leur part. C'est une entorse. Alors, ça ne peut pas être comme ça. Même le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, était revenu sur cette question sécuritaire lors de son passage au Conseil des droits de l'homme, en disant justement que la persistance de la guerre à l'Est risque même d'hypothéquer le processus électoral lui-même dans son ensemble. Bon, oui, mais... C'est réaliste. Oui, mais c'est réaliste, mais je crois qu'on ne peut pas déjà, honnêtement, on ne peut pas les dire d'emblée comme ça. Tout part... Mais ce sont ces phrases. Hein. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai dit. On ne peut pas les dire d'emblée comme ça. Tout part du calcul que l'on doit faire sur le nombre de ces électeurs-là. Ils peuvent être combien sur l'ensemble des électeurs? C'est en fonction de ça qu'on dit qu'on peut faire ça. Parce que si on fait des calculs, on trouve qu'ils ne sont pas de plus en plus, par exemple, nombreux. Et que même s'ils ne votent pas, oui, ceci a été fait. C'était des calculs normaux parce qu'on connaît les nombres. Et ça, c'était justement après l'enrôlement. Mais ici, c'est avant l'enrôlement. C'est en fait ça la question qui se pose. Ici, c'est avant l'enrôlement. Mais comme c'est avant l'enrôlement et qu'on arrive à maîtriser, à projeter les nombres et qu'on s'est dit... ne pas les enrôler et organiser les élections dans ces conditions, ça pourrait poser énormément de problèmes. Oui, parce que la présence de ces électeurs-là, ils peuvent en majorité voter pour un candidat et faire basculer les résultats d'une élection. Et donc, à ce moment-là, oui, à partir du moment où il y a la persistance de la crise, ça devient prioritaire que ça puisse être suspendu. Alors, il y a une autre question qui vient refaire surface, c'est la question de financement lui-même. D'un côté, c'est le gouvernement, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui affirme qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire quant à cette question, c'est-à-dire que tout ce qu'il y a comme décaissement a été fait. Mais de l'autre côté, M. Kadima, qui dit que, en tout cas, il y a une grosse inquiétude. Pourquoi? Puisque depuis septembre ou octobre 2022, aucun rang n'a été décaissé en faveur de la CENI. Ça fait que la CENI manque même de frais de fonctionnement. N'est-ce pas là une grosse inquiétude?
Oui, mais effectivement, il y a... Puisque ici, on ne va pas rentrer dans le débat de qui dit vrai, qui dit faux, qui a tort, qui n'a pas, qui a raison. Ici, c'est l'inquiétude ici qui se pose. Oui, mais de toute façon, même ici, on peut même entrer dans ces débats de qui dit vrai, qui dit faux, mais le ministre obéit à une certaine logique. Justement, c'est un politique. C'est un politique, avec un discours politique. Voilà, il obéit à une certaine logique. Voilà pourquoi il dit ce qu'il dit. Mais je crois que des propos qui doivent, d'une manière ou d'une autre, être pris au sérieux, ce sont les propos du président de la CENI. Qui est l'organe technique. Voilà, qui est l'organe technique. Si, dans ces propos aussi, il n'y a pas d'aspect politique. Ah, là, ça va. S'il y a des sincérités, je crois que ce sont des propos qui doivent être pris au sérieux. Voilà pourquoi on ne veut pas rentrer dans ce débat-là. Et déjà, là, effectivement, il y a... Déjà, la commission électorale avait déjà présenté cela comme une contrainte. Une contrainte liée aux finances. Et donc, s'il n'y a pas de financement de la part du gouvernement, parce que la commission électorale dépend entièrement et totalement du gouvernement quant à ce qui concerne le financement. Dès lors que le gouvernement ne disponibilise pas de financement, et déjà c'est difficile, voire même impossible, pour la commission électorale de poursuivre avec les opérations. Et donc, ça c'est vraiment une question même qui est même au-dessus de la question sécuritaire. Parce que, oui, il peut y avoir la paix, la situation peut devenir normale à l'Est, mais s'il n'y a pas de financement de la part du gouvernement, on ne peut pas organiser des élections. C'est comme ça que c'est une contrainte effectivement majeure. Or, tel qu'on connaît, effectivement, on sent que le problème pourrait éventuellement se poser de ces côtés-là. Le problème se poserait de ce côté-là. Et quand un problème comme celui-là se pose de ce côté-là, ça commence à faire naître des doutes dans les citoyens congolais qui vont se renforcer dans leur hypothèse selon laquelle ces élections ici risquent de ne pas avoir lieu. Non, mais je crois je crois beaucoup de gens avisés qui ont quand même des notions sur le processus électoral. Dès lors qu'on a publié l'actuel calendrier électoral, je crois que déjà la majorité avait compris que la chance, la probabilité que les élections puissent être organisées le 20 décembre, c'était une probabilité de 10%, que ça puisse être organisé. Oui, parce que ça sentait une certaine précipitation. Certes, c'était une certaine volonté manifeste de faire voir aux différents acteurs politiques qui hésitaient, qui doutaient encore que le train est en marche, les élections vont bel et bien être organisées, voici le calendrier. Mais quand vous l'examinez profondément, ce n'était pas faisable que les élections puissent être organisées le 20 décembre. Impossible. Et ça renforce l'hypothèse de ceux qui pensent qu'il y aurait déjà un glissement bien préparé et qu'au 30, disons, au jour du scrutin, on risque de constater que non, voilà, il n'y a pas de scrutin et que ce glissement-là a été déjà bien programmé et bien préparé avant. Bon, de toute façon, nous avons déjà connu ce genre de phénomène en 2016. Oui. Bon, quand vous faites une analyse rétrospective, il y a une formule qui a été appliquée pour que nous soyons plus ou moins en paix. La même formule qui a été appliquée en 2016, elle peut être appliquée après décembre 2023. Elle peut être appliquée. De toute façon, tous ceux-là qui font généralement des bruits autour de ça, qu'est-ce qu'ils cherchent au fond? Ils ne cherchent que le pouvoir. C'est ça qu'ils cherchent. Justement, ils sont à la conquête du pouvoir. Voilà, ils ne cherchent que le pouvoir. Ils ne cherchent que le pouvoir. Ils ne cherchent que le pouvoir. Pas conquérir le pouvoir comme être au sommet. Ils sont à la recherche du pouvoir. Et donc, je crois qu'on peut trouver une formule. Les acteurs politiques pourront trouver une formule où ils pourront être autour d'une table pour dire, voilà, nous avons connu autant de problèmes qui ne nous ont pas permis de faire ceci. Et par conséquent, on peut momentanément c'est distribuer le pouvoir, les gâteaux et consorts, mais je crois que le problème ne se poserait pas, parce qu'ils sont à la recherche du pouvoir, tous tels que vous les voyez là-bas. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors là, nous venons de peindre pratiquement le tableau de ce processus électoral, justement avec un accent sur l'opération de l'identification et d'enrôlement des électeurs, depuis son début jusqu'au stade actuel. Vous avez compris qu'il y a des choses à dire là-dessus. Maintenant, c'est pratiquement la dernière question que je vais vous poser à la lumière de tout ce que l'on a dit ici, de tout ce tableau que nous venons de peindre ici. Est-ce que ce processus électoral rassure à quelques mois
des élections en RDC? Bon, est-ce que ces processus rassurent? Au regard des indicateurs qui sont sur le terrain. Bon, en tout cas, au regard de tout ce que nous voyons sur le terrain, est-ce que ça rassure? Oui, rassurer du point de vue organisationnel, c'est-à-dire sa tenue, du point de vue transparence, du point de vue inclusivité, du point de vue redevabilité et consort. Donc, je crois que c'est une question qui a à son sein plusieurs éléments. Est-ce que du point de vue organisationnel, est-ce que ça rassure? Du point de vue organisationnel, au regard des contraintes telles qu'on les présente, ça ne rassure pas. Mais du point de vue transparence, est-ce que ça rassure? Ça dépend de l'angle sous lequel chaque acteur se retrouve. Ceux qui sont du côté majorité, c'est-à-dire qui sont du côté pouvoir, ils pensent que ça rassure du point de vue transparence. Mais tandis que ceux qui sont du côté opposition, de leur côté, ils disent que ça ne rassure pas. Ouais, c'est comme les FCC. Hein. Comme les FCC, parce que peut-être, ils constatent que c'est une élection qui est d'avance gagnée. Et c'est comme ça qu'ils se disent, y aller dans ces conditions, c'est déjà perdre ces élections d'avance. Et par conséquent, il faut user de tout le pouvoir pour que ces élections puissent être, par exemple, suspendues ou qu'on puisse encore avoir un consensus autour de la composition de la commission électorale. Et donc, tout dépend de l'angle d'analyse. Mais moi, en suivant, honnêtement, en tant qu'analyste, le président de la CENI, scientifique, justement. Le président de la CENI, certes qu'il y a toujours une inadéquation entre les propos et ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on parle généralement de langage archémique, où il y a toujours une certaine inadéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Oui, mais il n'y a pas de problème. On ne peut pas également, on ne peut pas faire sans dire parfois. Donc, moi, en suivant, honnêtement et sérieusement, minutieusement, les propos du président de la CENI à chaque fois, moi, je pense que c'est quelqu'un qui pourrait relever les grands défis par rapport à ces élections-là. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de lui coller une certaine étiquette qu'il appartient à telle catégorie. Mais tel que je le vois, je sais qu'il va... Ça signifie quoi, relever les défis? Il pourrait relever les défis. Et ça signifie quoi? Non, ça signifie qu'il pourrait organiser des bonnes élections, transparentes, crédibles. Dans les temps? Inclusives. Ah, mais dans les temps, ça ne dépend pas de lui, mais ça, nous devons nous dire la vérité. Dans le temps, ça ne dépend pas de lui. C'est un technicien qui n'a pas de moyens. La CENI ne produit pas. Donc, les gros de moyens de la CENI viennent du gouvernement. Donc, il faut que le gouvernement lui donne des moyens pour qu'on les juge qu'il est incapable d'organiser des élections. Dès lors que le gouvernement ne donne pas le moyen, mais ce n'est pas à lui qu'on doit tenir rigueur. Ça, on doit être sincère. Mais par rapport à ceux qui crient déjà à la crédibilité même de cette équipe de la CENI, le FCC justement, parce que parmi les exigences du FCC, il y a aussi cette question de la crédibilité non, mais de la je CENI, crois que cette question... de l'inclusivité de la CENI, de l'équipe de la CENI. Non, mais je crois que cette question, honnêtement, je crois qu'on doit tourner la page. Effectivement, c'est en tenant compte de cette question que je dis qu'il pourrait relever les défis. Mais le problème que nous avons, c'est que nous sommes incapables de nous faire confiance. Okay. Nous sommes incapables. Nous sommes incapables de penser que tel confrère, tel citoyen, tel Congolais peut faire quelque chose de bon. Nous sommes incapables de nous faire confiance. Nous sommes disposés à nous soupçonner mutuellement à tout moment. C'est en fait ça qui pose problème. De toute façon, le consensus sur la personne qui doit animer la CENI, ça ne viendra pas. Ça ne viendra pas. Même si on prenait Jésus pour le mettre là-bas, vous verrez les gens qui ont tendance, des gens qui sont musulmans, dire non, Jésus est consort. Donc, écoutez, de ces côtés-là, mais je crois que le consensus ne viendra pas. Okay. Tout ce qu'on doit faire, on doit s'assumer, on doit aider l'équipe de la CENI qui est là à organiser les élections dans le sens que ces acteurs le souhaitent. Donc ça ne suffit pas déjà de dire que ceci, ça ne va pas, ainsi de suite. Non, c'est de la peine perdue. Je crois que les gens doivent comprendre qu'il faut avancer. Monsieur Maurice Banza, nous vous disons merci. Merci, monsieur Magloire. Merci à vous. Merci à vous aussi qui nous regardez sur Arc-en-Ciel Télévision. Les élections, parlons-en, s'achèvent par ici. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. D'ici jusque-là, portez-vous bien. Restez sur votre télévision pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.